Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle restitution du baromètre du mécénat d'entreprise en France. On va faire aujourd'hui un focus sur le Grand Est et plus principalement sur l'Alsace. Alors, je suis Marion Baudin, je suis responsable de la promotion du mécénat et du développement régional pour Admicale. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être un petit point d'abord sur Admicale pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Admicale, on est une association reconnue d'utilité publique, on existe depuis 1979 et on est un réseau d'acteurs qui agissent dans le mécénat. Alors, on a deux grandes missions principales. La première, c'est de donner l'envie de faire du mécénat en France. Alors, pour donner l'envie, on fait beaucoup d'événements comme aujourd'hui, par exemple, pour faire connaître qu'est-ce que c'est le mécénat, les grandes tendances du mécénat en France. On a aussi un site internet qui est très fourni avec beaucoup de documents en open source sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, donc, une fois qu'on a donné l'envie, on essaie de donner les moyens. Donc, ça se passe à travers plusieurs outils. Donc, on donne les moyens à la fois aux porteurs de projets qui sont en recherche de fonds et puis aussi aux entreprises qui veulent se lancer ou perfectionner leur stratégie de mécénat. Donc, à travers de la formation, à travers du conseil juridique, à travers des événements, de la mise en réseau. Et donc, on est un réseau de 200 adhérents un peu partout en France. Alors, pendant longtemps, on a été plutôt parisien. Le mécénat, ça s'est développé plutôt dans les grandes villes et notamment en Île-de-France. Et donc, depuis quelques années, on a vraiment la conviction que l'avenir du mécénat, il est vraiment dans les régions, notamment auprès des plus petites entreprises, PME, ETI, un peu partout en région. Et donc, on s'est lancé dans un grand tour de France des mécènes pour aller parler de mécénat un peu partout en France. Et puis, on s'est entouré d'un réseau de 25 délégués régionaux qui sont nos yeux et nos oreilles en région et qui prolongent nos missions en région. Et donc, j'en profite pour remercier François Schmitt et Hélène Ziegelbaum, qui sont nos représentants en Alsace. Et donc, je vais d'ailleurs passer la parole à Hélène, qui va introduire et vous parler un peu plus du déroulé de la matinée, puisque c'est eux qui ont conçu le programme de cette matinée. Voilà, merci à tous. Très bonne conférence. Et Hélène, je te laisse la parole. Bonjour Marion et bonjour à tous. Admicale est en effet également bien présent dans les régions grâce aux délégués régionaux. Alors, les délégués régionaux sont bénévoles. Leur rôle est d'encourager le mécénat auprès des parties prenantes locales, les entreprises, les collectivités, les représentants de l'État en région et des institutions publiques ou privées. Tout simplement, effectivement, en participant à des événements, par exemple, comme celui-ci d'aujourd'hui. Eh bien que nous aurions préféré un format plus convivial, nous sommes très heureux quand même d'avoir réussi à organiser cette matinée et de vous savoir nombreux parmi nous. Je remercie d'ailleurs les partenaires de l'événement qui ont relayé l'invitation, le ministère de la Culture, je cite, la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, l'Union des conseils en communication et l'UCM Grand Est, Pro Bono Lab, Startup de territoire et l'industrie magnifique. Dans ce webinaire, nous vous proposons le déroulé suivant. On va d'abord effectivement vous présenter, et c'est le sujet principal, le mécénat d'entreprise en France avec les chiffres de 2020, avec un focus sur spécifiquement l'Alsace. Ensuite, vous aurez une présentation de Pro Bono Lab avec un focus plutôt sur le mécénat de compétences. Et puis, nous passerons à la table ronde des témoignages avec plusieurs témoignages animés par François. Et enfin, nous aurons les questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions tout au long de la séance via le chat Zoom. C'est Valentine qui fera un choix de questions à vous à relayer à la fin du webinaire. L'objectif donc de cette réunion, c'était de vous présenter donc les principaux chiffres de notre baromètre. Donc, Admicale, tous les 2 ans, fait un baromètre du mécénat d'entreprise en France pour mesurer l'évolution du mécénat avec les grandes tendances du mécénat en France. Alors, ce baromètre, il repose sur 2 sources principales. La première, c'est les chiffres que nous communique le ministère de l'économie et des finances, donc Bercy. Et donc, ces chiffres, ils datent de 2018. On ne peut pas avoir des chiffres plus récents que ceux de 2018. Et donc là, Bercy nous communique le nombre d'entreprises qui a déclaré des dons au titre du mécénat et le montant des dons.
Et pour compléter, on fait aussi une enquête avec un institut de sondage. Cette année, c'était avec l'institut de sondage IFOP. On a fait une enquête auprès de 1400 entreprises pour connaître les pratiques de mécénat des entreprises. Alors, on a une enquête chapeau. Donc, cette enquête chapeau, elle nous montre qu'en 2018, c'était une année qui a confirmé la croissance continue du mécénat en France, puisqu'on voit sur ce graphique qu'en 2018, il y a 96 000 entreprises qui ont déclaré des dons au ministère de l'économie et des finances pour un montant de 2 milliards d'euros. Et donc, nous, à Admical, comme on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs dons, on a remouliné, fait un calcul, et donc on estime qu'en France, il y aurait 9% d'entreprises mécènes et que le montant global serait plutôt compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros de dons. Mais donc, on voit qu'il y a une tendance qui est très positive entre 2010 et 2018 avec une hausse constante du mécénat en France. Alors, qui sont ces entreprises ? Sur le camembert de gauche, vous pouvez voir qu'il y a les grandes entreprises ne représentent que 0,3% de l'ensemble des entreprises mécènes en France. Par contre, elles pèsent pour 53% du budget du mécénat. Donc, c'est vraiment elles les locomotives du secteur. À l'inverse, on voit par exemple que les ETI représentent 32% des mécènes en France et pèsent… non, pardon, 4% les ETI sont seulement 4% des mécènes en France et pèsent pour 23% du budget. Et puis, donc, les PME sont 32% des entreprises en France et représentent 18% du budget. Et les TPE sont, elles, la grande majorité des mécènes en France, c'est 64%, mais elles représentent que 5% du budget. Donc voilà, on voit qu'il y a évidemment une tendance inverse entre très peu de grandes entreprises mécènes en France, mais ce sont elles qui portent vraiment le budget du mécénat. Et on voit d'ailleurs que les dons médians varient beaucoup, évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise. Une TPE, elle va donner à peu près 800 euros, donc c'est pas un chiffre stable, hein, c'est des moyennes. Une PME, elle donne en général des montants de 4 000 euros par an. Une ETI, c'est plutôt aux alentours de 40 000 euros par an. Et une grande entreprise, 850 000, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi la part des entreprises qui déclarent leurs dons par taille d'entreprise. Donc là, on le voit, les MIC, donc ce sont les TPE, il y en a 3,3% qui déclarent des dons en 2018. Pour les PME, c'est déjà une pratique un peu plus courante, puisqu'il y a 22% des PME qui ont déclaré des dons en 2018. Pour les ETI, c'est presque 50% d'entre elles, 46% des entreprises de taille intermédiaire ont déclaré des dons. Et pour les grandes entreprises, on le voit, c'est vraiment une pratique qui est bien plus courante, puisque 82% des grandes entreprises ont déclaré des dons en 2018. Et ce qui est positif, c'est de voir que ces chiffres, ils augmentent entre 2016 et 2018, quelle que soit la catégorie d'entreprise. Donc, on voit globalement, il y a une progression du mécénat en France, quelle que soit la taille des entreprises. Alors, un petit focus sur les pratiques des entreprises mécènes. Les 3 grands secteurs qui sont les plus prisés par les mécènes, ça reste le social, la culture et le patrimoine et l'éducation, qui sont vraiment dans le trio de tête. Mais il y a aussi le sport qui arrive en 4e position en égalité avec l'éducation, alors que le sport, traditionnellement, était très prisé des PME, mais ne pesait pas beaucoup dans le budget. Là, on voit qu'il pèse à 15% dans le budget total du mécénat. La santé arrive ensuite avec 14% du budget du mécénat total. Donc, on peut penser que ça va faire un bond, puisque donc là, ce sont les chiffres de 2018. On peut penser qu'avec la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, la santé va connaître un fort essor dans le budget total du mécénat pour le prochain baromètre. Et puis ensuite viennent d'autres secteurs comme l'environnement et la biodiversité, la solidarité internationale, l'enseignement supérieur et la recherche, et l'expression et la défense des droits. Alors, ces mécènes, comment pratiquent-ils le mécénat ? Donc, on le voit, le mécénat financier reste la forme la plus courante, et c'est celle qui pèse le plus. Elle pèse 78% du budget total du mécénat. Mais le mécénat de compétences et le mécénat en nature progressent et représentent chacun 11% du budget mécénat total. Et puis, on le verra tout à l'heure avec Anaïs, le mécénat de compétences est aussi une forme de mécénat qui progresse beaucoup et qui plaît beaucoup à de nombreuses entreprises. Alors, peut-être un chiffre qui va vous intéresser, 80% des mécènes choisissent d'agir à l'échelle locale. Donc, on le voit, ce qui est important pour un mécène, c'est d'agir près de chez lui, de sentir qu'il est acteur de son territoire. Il y a quand même 32% des mécènes qui agissent à l'échelle nationale et 11% à l'échelle internationale. Mais généralement, c'est plutôt les grands mécènes, les PME et les entreprises de taille intermédiaire et les TPE, elles ont vraiment très envie d'agir à l'échelle locale.
Et puis, un dernier point sur les motivations des entreprises mécènes. Alors, c'est ce qu'elles déclarent. Elles nous disent que la première motivation, c'est vraiment pour contribuer à l'intérêt général. La deuxième, c'est vraiment pour exprimer, incarner les valeurs de leur entreprise. Et puis, en troisième position, on voit aussi le soutien à l'innovation sociale. Mais il y a d'autres motivations aussi pour servir l'image de l'entreprise, travailler la marque employeur, travailler l'ancrage social, tisser des nouvelles relations avec les partenaires, impliquer les collaborateurs, évidemment. Donc voilà, il y a tout plein de motivations qui poussent une entreprise à se lancer dans le mécénat, mais on le verra aussi tout à l'heure avec les témoignages des mécènes qui pourront nous en dire plus sur pourquoi eux, ils ont eu envie de se lancer dans le mécénat. Alors, quelques conclusions très rapides pour cette première partie. Sachez que ce qu'on constate, c'est que l'approche collective du mécénat, elle s'installe de plus en plus dans les habitudes des mécènes. On le voit, il y a 23% des entreprises qui décident d'agir en collectif et nous, on trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. Les mécènes, plutôt que d'agir individuellement, se disent pourquoi on ne pourrait pas se regrouper pour avoir plus d'impact et mutualiser les ressources et les réseaux. Donc voilà, nous évidemment, on s'intéresse de près à l'approche collective qui peut se faire à la fois pour des grandes entreprises qui se rassemblent sur des causes, mais aussi à l'échelle territoriale avec des PME qui se mettent de plus en plus ensemble pour soutenir soit une cause, soit un territoire. Deuxième perspective importante, c'est quand même la réforme fiscale du mécénat. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Il y a eu une réforme importante en 2019 qui a eu deux grandes mesures. Une mesure qui visait à limiter le mécénat des grandes entreprises, puisque le taux de défiscalisation est passé de 60 à 40% pour les entreprises qui font plus de 2 millions de dons par an. Donc, ça concerne quand même très peu d'entreprises. Et en parallèle, l'administration a fait une mesure qui est très positive pour les petites entreprises, qui étaient parfois limitées par un plafond de 0,5% du chiffre d'affaires. Ce plafond a été revu puisqu'il y a maintenant toute entreprise peut faire des dons et bénéficier de la défiscalisation jusqu'à 20 000 euros de dons par an. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises qui parfois se limiter dans leur mécénat. Voilà, sachez que maintenant, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous pouvez faire un don de jusqu'à 20 000 euros de dons par an et bénéficier de la réduction de 60% à hauteur de votre don. Et puis, évidemment, des perspectives aussi liées à la crise sanitaire que l'on traverse, puisque, on le sait, cette crise, elle a été un peu à double tranchant. À la fois, elle a servi de déclencheur pour certaines entreprises qui ont eu envie, qui se sont senties poussées et qui ont eu envie d'agir sur leur territoire et de faire des dons à des associations de leur territoire. Et puis, pour d'autres, ça a été plus compliqué puisque elles ont été ralenties, elles ont eu des problèmes financiers. Un chiffre quand même qui est important et qui nous rassure, c'est que 72% des mécènes nous ont dit qu'ils allaient stabiliser leur budget mécénat pour 2021. Donc, c'est quand même très positif. On se dit que voilà, les entreprises n'ont pas envie de se désengager et on pense même que certaines ont eu un déclic au moment de la crise et ont eu envie de s'engager plus particulièrement. Après, voilà, l'incertitude, elle réside vraiment sur les perspectives économiques. Est-ce que la crise économique que l'on traverse va freiner le mécénat, notamment de certaines PME, TPE qui vont se dire non, c'est peut-être pas une très bonne année cette année pour se lancer dans le mécénat. En tout cas, les grandes entreprises, celles qu'on connaît le mieux, qui sont nos adhérents, nous ont dit qu'elles allaient vraiment stabiliser leur budget et pas abandonner leurs partenaires. Donc, c'est plutôt rassurant. Alors, un petit focus rapide sur l'Alsace. En Alsace, on compte en 2018 4 200 entreprises mécènes qui ont déclaré des dons pour un montant global de 38 millions d'euros de dons déclarés et un don moyen qui se situe à environ 9 000 euros de dons par an. Donc, sachez qu'il y a un bon taux d'entreprises mécènes en Alsace. Il y a 7,6% des entreprises qui ont déclaré des dons. Donc, c'est plutôt positif par rapport à l'échelle de la France. Et donc, on voit qu'il y a une tendance qui est très positive puisqu'entre 2010 et 2018, le nombre d'entreprises qui ont déclaré des dons a été multiplié par 3 et le montant des dons déclarés a été multiplié par 2,5. Donc, voilà, le mécénat progresse en Alsace et se porte plutôt bien. Alors, on le voit par rapport au reste de la France. Sur le tableau de gauche, on voit que sur l'ensemble des mécènes de France, il y en a 4,4% qui viennent d'Alsace. Et en termes de poids, l'Alsace pèse pour 1,9% du budget total du mécénat en France. Donc, elle est plutôt en milieu de tableau, mais c'est rien d'inquiétant. Sans surprise, l'Île-de-France représente 55% du budget du mécénat en France. Donc, le don moyen, il n'est pas ridicule du tout. Il est à 9 000 euros. C'est plutôt dans la moyenne
Donc, on le voit, hein, en Île-de-France, le don moyen, il a presque 70 000 euros. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il est quand même très élevé, par exemple, il a 47 000 euros. Et voilà, l'Alsace est plutôt dans le milieu de tableau. Et donc, si on regarde à l'échelle globale, on voit que donc, la région Grand Est est plutôt bien placée avec 5,8% des entreprises qui déclarent des dons en Grand Est. Et donc, on l'a vu en Alsace, c'est plutôt 7,6% des entreprises qui déclarent des dons. Donc, l'Alsace est plutôt un des territoires très dynamiques au sein du Grand Est. Voilà un peu pour ce qu'on pouvait dire sur les chiffres du baromètre. Donc, votre région est plutôt très dynamique en termes de mécénat, mais il y a encore une grande marge de progression puisque 7,6% des entreprises, ben, ça veut dire qu'il y en a encore quand même beaucoup à aller convaincre de faire des dons. Et donc, voilà, ben, on en parlera tout à l'heure avec les témoignages des mécènes qui nous diront bah, pourquoi ils se sont lancés dans le mécénat, pourquoi ça leur apporte bah voilà, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, au territoire, aux associations soutenues. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Anaïs qui va faire un petit point plus sur le pro bono et le mécénat de compétences, puisque dans le cadre de ce baromètre, on avait fait un focus spécial avec Pro Bono, qui est un de nos partenaires, sur le mécénat de compétences, qui est une tendance qui se développe fortement au sein du mécénat. Ah, il y avait une dernière slide, mais je voulais commenter déjà. Donc Anaïs, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et tous. Pour nous présenter rapidement, Pro Bono Lab, on est une association, on existe depuis 2011. Donc on est spécialisé dans l'engagement par le partage de compétences, ce qu'on appelle nous le Pro Bono. Donc pour définir rapidement ce que c'est, le Pro Bono pour nous, c'est divisé entre le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences. Donc, le mécénat de compétences, c'est s'engager pour aider une structure d'intérêt général ou des bénéficiaires sur son temps de travail. Et le bénévolat de compétences, c'est s'engager et partager ses compétences sur son temps libre. Donc, voilà, donc rapidement, nous, on conseille des entreprises ou des structures qui souhaitent mettre en place des programmes d'engagement, donc stratégiquement, opérationnellement. On opère des formats d'intérêt général autour de l'engagement. Et on a aussi un pôle un peu plus réflexif sur la conception d'études ou la création de moments d'échange pour mettre en lien différentes parties prenantes. Et d'où la volonté aussi de créer ce module avec la LINCAL sur le mécénat de compétences pour analyser l'évolution des pratiques dans les entreprises en France du partage de compétences sur le temps de travail et donc la mise à disposition de collaborateurs par leur employeur, donc souvent sur la base du volontariat. Et pour vous donner un petit exemple de mécénat de compétences, d'une mission, donc nous, on n'est pas dans le Grand Est encore, on est en Île-de-France, Hauts-de-France, Sud-Ouest, Méditerranée et Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça ne nous empêche pas d'avoir opéré certaines missions dans le Grand Est et notamment à Strasbourg l'année dernière, où on a organisé et animé une mission pour accompagner l'association Les Jardins de la Montagne Verte. Donc après un diagnostic de leurs besoins, une priorisation, on s'est arrêté sur une mission sur la définition d'une stratégie de développement pour avoir un modèle économique plus pérenne. Et donc on a permis à 6 collaborateurs de l'entreprise d'énergie alsacienne ES de s'engager sur leur temps de travail pour accompagner l'association. Donc voilà, nous on était juste là pour encadrer un peu les échanges et animer afin de s'assurer que les objectifs soient bien remplis. Donc, c'est une petite mission pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le mécénat de compétences pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qui est possible de faire. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc le mécénat de compétences, ça représente donc 11% du budget global donc du mécénat. Ça ne paraît pas forcément énorme, mais c'est difficile à évaluer, je pense, parce que parfois, ce n'est pas forcément valorisé monétairement. Et donc, 21% des entreprises interrogées le pratiquent. Et sans surprise, ce sont les grandes entreprises qui le pratiquent le plus. Donc, 54% donc des 21% sont des grandes entreprises, 22% des ETI et 18% des PME. Donc, ce sont les grandes entreprises forcément qui ont plus de moyens à y accorder, donc plus de moyens humains, mais aussi donc financiers. Mais c'est intéressant de voir que quand même le mécénat de compétences se démocratise auprès des ETI et surtout des PME qui ne sont pas toujours celles qui ont plus de moyens humains. Mais voilà, on voit que ça commence à prendre dans tout type de taille d'entreprise. Et il n'y a pas la slide, on ne vous l'a pas mise, mais c'est surtout des entreprises dans le champ des services, donc 76%, plutôt que dans l'industrie et l'agriculture, 12%, ou le commerce, 11%.
Donc, voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu le schéma, parce que c'est très lié quand même aux besoins des associations, donc sur des fonctions plus support comme la communication, les RH, les finances, mais ça pourrait se démocratiser encore plus. Et donc là, on peut le voir, le mécénat de compétences, c'est quand même assez récent. Il y a 52% de l'échantillon répondant qui le pratiquent depuis moins de 3 ans, donc 32%, 1 an moins et 20% entre 1 et 3 ans. Et il y a quand même un tiers qui le pratique depuis plus de 5 ans. Donc, il y a quand même des entreprises qui ont été pionnières sur le sujet. Et les raisons, alors c'est majoritairement pour les salariés. Enfin, 2 des 3 premières raisons, en tout cas, concernent les salariés. Donc, la première, c'est améliorer l'expérience collaborateur, donc cohésion, formation, évolution pour 38% de l'échantillon. Soutenir des projets et encourager l'innovation sociale en deuxième position à 35%. Et à la même hauteur, rendre les collaborateurs plus fiers de leur entreprise. Donc forcément, c'est compréhensible puisque l'entreprise met des moyens humains et donc financiers à disposition. C'est normal qu'elle s'attende à un retour et un impact fort pour elle. Nous, on met juste en garde sur le fait de ne pas oublier que ça doit aussi être intéressant pour les associations et ça doit aussi avoir un impact pour elles. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement une mission de team building, mais il faut vraiment faire attention à bien cadrer la mission. Est-ce que ça a un impact pour l'association, que ça ne fasse pas perdre du temps et surtout qu'un vrai impact pour l'association, ça peut aussi en avoir un pour l'entreprise. Avec la mise en place, par exemple, d'une bonne évaluation d'impact, ça vous permettra par la suite de valoriser votre engagement auprès des associations. Donc voilà, c'est le message qu'on souhaitait faire passer dans les raisons qui poussent les entreprises. Et ensuite, donc en temps accordé, alors on voit qu'il y a 29% une demi-journée par collaborateur et 16% une journée par collaborateur. Donc, il y a en gros 45% qui accordent entre une journée et une demi-journée par collaborateur, 40% entre 2 et 5 jours par collaborateur, et il y a quand même 12% qui accordent plus de 10 jours par collaborateur. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais c'est intéressant de voir qu'il y a certaines entreprises qui proposent plus de 10 jours à leurs collaborateurs, ce qui permet parfois aussi d'opérer des missions sur du plus long terme pour avoir plus d'impact. Donc voilà. Et en ce qui concerne les formats d'engagement les plus pratiqués, donc 56% pratiquent le mécénat de compétences d'une journée à plusieurs semaines, donc ce qui mobilise des compétences professionnelles. C'est suivi par des actions terrain qu'on appelle journée solidaire, donc 43%, qui peuvent avoir un vrai impact si l'association organise par exemple un événement où elle a besoin de main-d'œuvre. Mais souvent, ça peut aussi être des journées team building organisées par des entreprises. Et en tout cas, dans notre expérience, ce n'est pas toujours le format qui a le plus d'impact. Enfin, c'est quelque chose de complètement différent du mécénat de compétences. Donc voilà, il y a le bénévolat de compétences qui est poussé les salariés à s'engager sur leur temps libre. Donc ça peut être des missions qui sont poussées par l'entreprise, mais qui ne seront pas sur le temps de travail. Soit il faudra poser un congé, ou soit c'est en dehors des horaires de travail. Et on retrouve donc le mécénat de compétences senior, 21% des entreprises qui le pratiquent. Donc s'engager des personnes qui sont proches de la retraite, ça aide à faire une transition. Et enfin, les congés solidaires, qui sont proposés par 11% des entreprises. Donc voilà pour le mécénat de compétences. Je finirai peut-être par dire que c'est une manière pour les entreprises de commencer parfois un partenariat, encore commencer court et de manière ponctuelle avant de s'engager de manière parfois plus importante sur du long terme. Et ce n'est pas forcément exclusif, ça peut être complémentaire à du mécénat financier. Donc voilà, les associations ont besoin à la fois d'argent et aussi de compétences pour pouvoir se développer. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation du mécénat de compétences. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la table ronde et qu'on voit concrètement des témoignages d'acteurs du mécénat dans la région Alsace. Et donc François, je te laisse la parole pour animer cette table ronde avec les témoignages de nos intervenants. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et d'être en présence de nos témoins, nos grands témoins aujourd'hui.
Alors tout d'abord, bienvenue aux participants. Je m'assure que oui. J'ai eu une coupure brève. Alors, je dirais tout d'abord bienvenue aux participants à cette table ronde. Nous accueillons ce matin pour témoigner à propos du mécénat d'entreprise 3 acteurs de mécénat. Tout d'abord, il n'y a pas d'ordre de préséance. Il s'agit de Fabrice Buzon, qui est dirigeant associé du cabinet Walter Alsace et directeur général d'Auditive VR. Bonjour. Mathieu Valmel, directeur général d'Actua. Michel Sanitas, qui est fondateur et membre du comité de gestion de la Fondation Prairial. À leur côté, nous accueillons également une porteuse de projet, Sophie Keller, du Labo des partenariats et de start-up de territoire. On y reviendra, bien sûr. Et enfin, nous aurons également l'expertise d'une fondation que tout le monde connaît bien, avec Sophie Charot, qui est responsable grand donateur et entreprise à la Fondation de France. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par les parties présentation. Donc, j'ai posé ma première question à Fabrice Buzon. Tout d'abord, en quelques mots, quelles sont les activités du cabinet Walter Alsace et depuis quand votre entreprise s'est-elle lancée dans le mécénat? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Très heureux d'être là parmi vous. Donc, cabinet Walter, nous sommes un cabinet de recrutement de cadres et de dirigeants en approche directe depuis plus de 30 ans. Ça, c'est notre activité principale. Mécène depuis plus de 20 ans, notamment dans l'art, et on parlera de l'industrie magnifique. J'ai vu qu'il y a parmi les personnes présentes également pas mal de dirigeants qui interviennent dans l'industrie magnifique. Et donc, directeur général d'Auditive VR, effectivement, c'est un révélateur de savoir-être par la réalité virtuelle. Donc là, on est vraiment dans l'actualité avec le télétravail, avec le savoir-être dans les entreprises. Voilà, nous sommes une PME de 12 personnes et nous investissons chaque année en mécénat plus de 8 000 euros. On est dans la moyenne de 9 000 euros par an au global sur notre cabinet. Et donc, on retrouve les chiffres du baromètre, en tout cas pour l'Alsace. Moi, je trouve que c'est assez représentatif, et en tout cas de notre activité et de notre engagement. Eh bien, je vous remercie. Je disais, depuis quand est-ce que votre entreprise s'est lancée dans le mécénat? Ça date pas d'hier, je crois. Non, c'est depuis 20 ans. Donc, c'est une longue collaboration avec un artiste qui s'appelle Paul Flickinger. Donc, vous avez, alors là, ce sont des œuvres de la IR, j'en parlerai également. Donc, on va exposer une œuvre de Paul Flickinger à l'industrie magnifique. Et effectivement, chaque année, pour nos clients, nos prospects, nos partenaires, nous faisons une œuvre que nous envoyons à nos partenaires. Voilà, dans le cadre des vœux. Donc, c'est Paul qui est un artiste alsacien qui a migré en Lorraine, ça arrive, et donc il œuvre sur tout type de support. Et donc, le fondateur du cabinet Walter, Roger Walter, était président de son fan club et a été mécène de toujours. Voilà. Et vous participez cette année à la 2e édition d'un événement artistique important et original qui est baptisé l'Industrie Magnifique, vous en parliez à l'instant. La plupart de ceux qui nous écoutent, je pense, en ont entendu parler, ça me semble assez logique, il y a eu une grosse couverture médiatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette manifestation et en quoi consiste votre action de mécène? Et quelle sera l'œuvre que vous présenterez également? Oui, tout à fait. Alors, l'Industrie Magnifique, vous l'avez dit, 2e édition, devait la réaliser l'année dernière, donc en mai 2020. Malheureusement, elle a été reportée pour raison de Covid. L'origine, c'est de donner aussi une image, puisque vous l'avez dit, le mécénat, c'est aussi l'image de l'industrie. Parce qu'on a trop souvent, moi je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie automobile et télécom, et j'ai fait beaucoup alors pas de tour de France du mécénat, mais de salons de présentation à des collégiens et des collégiennes, et on a trop l'image de l'industrie, je dirais l'image d'Épinal Germinal, donc sale et des charges lourdes à porter encore aujourd'hui. Donc, je pense que l'Industrie Magnifique, c'est aussi de montrer que l'industrie aujourd'hui se transforme, élève l'esprit, va vers des nouvelles technologies aussi. Donc, on le verra sur l'Industrie Magnifique à travers des œuvres monumentales. Nous, on sera quai des Bateliers, à côté justement de l'œuvre de Schmidt Group. J'ai vu que Anne Lasgen
également présente à ce webinaire, et puis proche des œuvres de Wienerberger et d'autres grandes entreprises alsaciennes. J'espère Comment avoir répondu. s'appellera l'œuvre que vous présenterez? L'envol. Et ça consiste... Vous pouvez nous la décrire rapidement? Alors, Paul Flickinger, alors c'est dans nos valeurs, c'est ce que vous disiez aussi. Est-ce que le mécénat porte nos valeurs? Nous, on est sur l'humain. Donc, Paul, lui, travaille l'humain, et l'envol, finalement, c'est un oiseau qui amène aussi, où on peut avoir cette symbolique de transformation dans nos vies. Le temps aussi, aujourd'hui, je pense qu'elle est très symbolique de notre époque. Et puis aussi du transport des personnes vers la nouveauté. Nous, on recrute des cadres et des dirigeants qui vont s'engager aussi dans de nouvelles vies et souvent pour leur famille aussi, puisque, je dirais, dans plus de la moitié des cas, les personnes viennent hors de l'Alsace-Lorraine. Donc, on a aussi une attractivité et c'est important de le montrer. Donc, l'envol, 4 mètres de haut, qui est des bateliers. Et puis, donc, ça sera une galerie à ciel ouvert d'œuvres monumentales avec, effectivement, Schmidt Group et d'autres sociétés. Et c'est une des particularités de l'industrie magnifique aussi. Et vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas là le seul engagement de votre entreprise dans le mécénat. Oui, tout à fait. Alors, dans le baromètre, on l'a vu, il y a différents types de mécénat. Et nous, on fait également du mécénat de compétences, du mécénat financier. Donc, dans les 9 000 euros, c'est principalement financier. Mais il y a également, moi, je suis donc ingénieur des mines de Nancy. Donc là, c'est Grand Est. Mon associé, lui, a fait un MBA à l'ICN. Donc, on redonne aussi, dans le cadre de l'enseignement supérieur, du temps. Et également, on accompagne des étudiants ou des personnes qui sont en reconversion, notamment sur le master spécialisé de reprenariat d'entreprise. Et puis, on a un partenariat, un mécénat avec l'AIR. J'ai vu que, donc avec M. Cascaro, qui est le directeur de l'école. Et donc, on accompagne des artistes qui sont diplômés de l'AIR. Et chaque année, on fait un jury interne pour 3-4 artistes qui présentent leur œuvre que l'on va effectivement avoir en 1000 exemplaires et pouvoir aussi accompagner vis-à-vis de nos clients, nos partenaires, tels que des entreprises comme Wurth ou autres qui, eux sont très sensibles à l'art. Donc, c'est aussi accompagner des artistes, accompagner des étudiants, accompagner des diplômés. Et puis aussi, je veux parler de l'association Initiative Durable, pour laquelle on est aussi donateur et on accompagne. Donc là, c'est dans la partie sociale, sociétale, développement durable, donc qui est très active, qui s'appelait Idée Alsace avant, et aujourd'hui qui œuvre dans le Grand Est. Je pense que beaucoup de personnes autour de nous ce matin connaissent Initiative Durable. Donc c'est une association très active, très intéressante. Je vous remercie. Et je me tourne à présent vers Michel Sanitas. Et je vous propose également de présenter Prairial, qui est une fondation familiale, en l'occurrence, dont vous allez nous parler. Et vous nous indiquerez peut-être comment vous fonctionnez, comment fonctionne cette fondation, quels sont les projets que vous soutenez. Voilà, je vous laisse la parole volontiers. Merci. Oui, alors la Fondation Prairial est une fondation familiale, mais qui suit une aventure entrepreneuriale, puisque j'ai co-créé il y a une vingtaine d'années une entreprise de développement logiciel tournée vers les grands comptes, et c'est la création de cette fondation est arrivée à la suite de cette création d'entreprise. Nous avons décidé de soutenir spécifiquement l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire une forme complémentaire d'entrepreneuriat pour adresser des problèmes d'intérêt général. Et à ce titre, je pense que le mécénat, dans ce domaine, l'entrepreneuriat social, a un rôle spécifique à jouer à côté de la subvention publique. Il y a deux fonctions spécifiques à jouer, me semble-t-il. C'est de supporter des entreprises ou des projets qui touchent au changement systémique. Alors, le changement systémique, c'est quoi? C'est s'attaquer plus aux racines des problèmes que de s'attaquer aux causes. À titre d'exemple, tout ce qui touche, par exemple, à l'éducation,
à d'autres modes de consommation, la mobilisation citoyenne. Voilà des sujets sur lesquels on attaque la racine des problèmes. Autre rôle spécifique du mécénat privé, encore une fois à côté de l'engagement public, c'est contribuer à renforcer les capacités, ce qu'on appelle en anglais le capacity building, c'est-à-dire être moins peut-être orienté sur des projets, mais plus sur justement le renforcement, l'amélioration des capacités d'une entreprise sociale. Ça veut dire accompagner l'augmentation des ressources humaines, financer des recrutements, financer de l'étude d'impact, qui est souvent très nécessaire pour développer ces entreprises sociales. Donc être moins focalisé sur des projets et être plus focalisé sur le développement des capacités. Alors ça a deux conséquences. Ces deux conséquences, c'est que ça demande du temps, donc il faut choisir de mener un accompagnement dans la durée, c'est-à-dire 3-5 ans, parce que pour que les effets positifs apparaissent, il faut du temps. Souvent, ce temps, c'est ce qui nous manque dans nos sociétés. Et puis, il y a une deuxième conséquence, c'est la nécessité de baser cet accompagnement sur la confiance. Donc, la confiance, ça demande là aussi du temps, puisqu'on va avoir en général, quand on touche au capacity building, on va avoir des dossiers de candidature qui vont être un peu plus légers et également un reporting un peu plus léger, puisqu'on ne trace pas encore une fois des projets spécifiques. Donc, il faut établir ce climat de confiance, il faut l'entretenir. Voilà ce que fait cette fondation et voilà comment elle le fait et vers quoi elle s'oriente. Mais quelles sont l'origine des ressources de la fondation? Alors, c'est la vente de cette entreprise il y a 5 ans maintenant. La cession et donc la chance d'avoir à disponibilité de fonds pour les mettre au service de l'intérêt général. Et pourquoi avoir choisi de placer votre fondation sous l'égide de la Fondation de Luxembourg? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi en régie directe finalement? Alors, pourquoi une fondation abritée? Parce que il y a un coût qui est acceptable, mais ça évite aussi de gérer un certain nombre de choses administratives et juridiques. Donc, on peut se concentrer complètement sur l'action de cette fondation. Pourquoi la Fondation de Luxembourg? Parce que je suis en Moselle et l'activité que j'avais co-créée auparavant était au Luxembourg, puisqu'il suffit de traverser la frontière. Et donc, naturellement, ayant passé la moitié de ma carrière professionnelle au Luxembourg, c'était naturel, puisque mes réseaux professionnels étaient tissés là, c'était naturel que ça se passe là-bas. Et vous aussi, vous ne limitez pas votre engagement à ce seul projet mécène, enfin seul entre guillemets évidemment, puisqu'il est, je pense, d'une taille suffisamment considérable pour bien vous occuper. Mais vous êtes également impliqué dans d'autres projets après avoir été entrepreneur durant 20 ans. Alors pourquoi est-ce que vous avez maintenu cette volonté d'agir au profit de causes sociales? Oui, alors pourquoi faire du mécénat? Donc il y a une raison générale, collective, et puis une raison personnelle toujours. Je pense que nous sommes, on le voit bien, et cette crise sanitaire nous le redit encore crûment, nous sommes face à des problèmes de plus en plus complexes à adresser. Et face à cette complexité, je crois qu'il nous faut plus d'horizontalité et un peu moins de verticalité, particulièrement dans notre pays qui est très fort pour la verticalité. Et cette horizontalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire cohabiter, collaborer, coopérer des acteurs qui ne se rencontraient pas auparavant, c'est-à-dire finalement innover. On parle souvent de silos, mais il faut casser les silos et puis donc faire se rencontrer des entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs classiques, entre guillemets, faire se rencontrer, on l'a vu précédemment, des artistes et puis l'entreprise. Voilà, donc c'est une source de créativité et une source d'innovation sociale. On parle beaucoup d'innovation technologique aujourd'hui, mais l'innovation sociale, elle existe et il y a des gisements énormes de productivité et de valeur ajoutée également à obtenir. Donc,
la première raison, c'est faire cohabiter les différents acteurs de la société, donc les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs classiques. Et puis, il y a une raison personnelle, c'est la satisfaction de contribuer à l'intérêt général, donc d'être utile finalement avec des résultats parfois proches de ses choix visibles. Et puis également, et ce n'est pas la moindre des choses, avoir l'opportunité de faire des rencontres et rencontrer des gens extraordinaires, des faiseurs qui avancent, qui agissent, qui sont mis dans l'action, qui sont des acteurs et non pas des spectateurs, voire encore pire, des commentateurs, mais qui sont au service des problèmes et qui obtiennent des résultats. C'est une satisfaction énorme. Je vous remercie. Et là, je vais m'adresser maintenant à Mathieu Balmel. Je vais lui poser la question très simple. Qui est Actua et quelles sont vos activités et quelle est votre implantation dans l'Est de la France? Bonjour à tous. Actua est une société familiale où nous sommes implantés de Lille à Lyon. Et, pardon, j'ai une extinction de voix. Et nous sommes implantés de Lille à Lyon et mon siège est à Strasbourg. Et nous, on est un jeune acteur dans le mécénat, puisqu'on a commencé l'année dernière à l'occasion de la crise sanitaire. Et voilà, je suis actionnaire familial et dirigeant de cette entreprise qui a été créée en 1991 par mon père. On est 80 salariés et 1500 intérimaires en poste. Et vous êtes implanté dans tout l'Est de la France, je crois. De Lille à Lyon. Pas seulement en Alsace. Non. OK. Et alors, quelles sont les actions de mécénat que mène Actua actuellement? Alors, et que j'avais depuis plusieurs années, mais que je n'avais pas pu concrétiser, c'était d'avoir une opération ou une année, une association. Et l'année dernière, on a amorcé avec la Fondation de France ce projet. Et voilà, mon but est d'avoir du sens dans ce qu'on fait tous les jours pour les équipes et pour donner, en fait, ce que je pense qu'on a de la chance d'avoir un métier passionnant et il faut rendre un petit peu de cette chance qu'on a. Et voilà, et c'est parti de là. Et puis voilà, et ça donne du sens aux équipes de s'impliquer et ça permet d'aider des associations. Après, l'année dernière, on est vraiment parti sur la partie sanitaire et médicale et on verra à partir de 2021 sur quel nouveau projet on s'oriente. C'est en cours de définition. Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de la Fondation de France pour accueillir vos dons, pour recueillir vos dons mécènes? Parce que ça m'a paru être l'acteur le plus global et qui allait vers les soignants. J'ai beaucoup d'amis médecins ou soignants qui me parlaient des conditions au quotidien. Et oui, voilà, je trouve que c'est toujours des vrais guerriers qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et il faut faire ce qu'on peut pour les accompagner là-dedans. Ils se donnent sans revenu, sans réserve. Et voilà, et donc à ma toute petite échelle, j'ai essayé de les aider en donnant plus de moyens. Je vous remercie. Et là, je me tourne maintenant vers qui dit chef mécénat d'entreprise, dit forcément porteur de projet. Et donc, je me tourne vers vous, Sophie Keller, qui témoignait ici aux côtés de Michel Sanitas et dont la Fondation, je crois, est l'un des soutiens importants de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous parler du labo des partenariats, de start-up de territoire d'Alsace et quelle est la relation entre ces deux entités? Merci François. Et c'est vraiment une joie d'être là ce matin. Donc merci à l'Amicale parce que ces rencontres, elles sont vraiment précieuses. Donc je suis heureuse de pouvoir être là et de témoigner avec Michel. Donc Startup de territoire, c'est vraiment une aventure qu'on a lancée en Alsace avec certains d'entre vous qui sont là et avec Michel qui a été vraiment notre premier soutien financier quand on a vraiment lancé l'organisation. Et Startup de territoire, c'est vraiment cette conviction que face aux problèmes dans nos vies, on peut tous être un acteur sur notre territoire pour trouver des solutions. Et qu'on soit aujourd'hui dirigeant d'entreprise, comme on vient d'entendre le témoignage de Fabrice, de Mathieu, mais aussi qu'on soit en transition ou à la veille de la retraite ou un jeune qui a trop envie d'agir, on a une place dans ces solutions. Et nous, notre rôle, c'est ce que disait Michel, c'est vraiment de créer de la rencontre entre tous et de permettre de s'engager avec d'autres sur des sujets qui nous touchent.
et que cet engagement, ça fasse naître des solutions qui soient des solutions économiques, mais qui soient aussi vraiment porteuses d'impact. Et aujourd'hui, après quelques années d'existence, depuis 2016 en Alsace, on a eu la chance de voir germer 25 projets qui sont vraiment des projets issus de cet entrepreneuriat collectif et qui ont transformé notre vie et notre ville. Vous avez peut-être vu les vélos de cycle à Strasbourg qui collectent des déchets organiques chez les restaurateurs pour en faire du compost, ou les petites cantines au quartier-gare qui sont un lieu vraiment de convivialité pour retrouver d'autres et cuisiner ensemble. Voilà, c'est vraiment 25 projets qui sont hyper innovants dans leur service, dans leurs produits, mais qui sont vraiment originaux parce qu'ils sont nés de l'engagement de personnes qui parfois n'auraient pas osé entreprendre. Ce ne serait pas dit, moi je suis faite pour ça, mais en étant dans un cadre collectif de bienveillance et de confiance, où on apporte aussi les compétences pour y arriver et où on n'est pas seul, ça révèle ce pouvoir-là qu'on a tous en nous, en fait, de contribuer aux solutions. Donc, c'est une dynamique en 4 temps, Start-up de territoire, qui est vraiment de remonter d'abord les rêves, les besoins des citoyens, d'organiser des grands événements. On a pu le vivre notamment avec certains d'entre vous qui sont là, des événements au Rhenus, où on était 1500 citoyens à vouloir s'engager sur les solutions. Et dans ces événements, on participe à un atelier de créativité sur un thème, on fait émerger des idées et ensuite, on accompagne ces idées. Et aujourd'hui, on accompagne ces idées grâce à un lieu qui est la Tour Merveilleuse à Strasbourg, qui est un tiers-lieu citoyen porté avec plusieurs acteurs pour permettre de faire germer ces projets de la transition en lien avec les habitants. Alors, ma deuxième question, et je pense qu'elle va intéresser les porteurs de projets qui sont là aujourd'hui à ce webinaire. Comment est-ce que vous avez rencontré Prairial? Comment vous avez fait pour le rencontrer? Comment vous avez réussi à convaincre cette fondation de soutenir votre beau projet? Est-ce que vous avez des trucs pour ça? Parce que vous réussissez assez bien, apparemment. C'était une grande chance de rencontrer Michel. C'est d'abord une rencontre humaine. Et alors, moi, je l'ai rencontré, Michel, dans une organisation qui s'appelle Ashoka, qui soutient les innovateurs sociaux. Et Michel était engagé auprès d'entrepreneurs sociaux d'Ashoka. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit qu'il était génial. Et je me suis dit, mais en plus, il habite dans le Grand Est. Donc, peut-être que ça serait trop bien de faire le lien avec ce qu'on est en train de lancer. Mais on était au tout démarrage. Et comme le disait Michel, ce n'est pas facile quand on a une idée dans le cœur, qu'on a envie de changer les choses et qu'il n'y a rien qui a été fait encore, de convaincre. Et Michel, il a eu confiance en nous. Et je me souviens encore quand on a vu arriver le premier soutien financier sur notre compte, on s'est dit, c'est fou. Et cette émergence de projet, cette petite idée, cette petite flamme qui est en nous, quand des personnes font confiance, ça nous donne des ailes. Et on se dit que on va y aller parce qu'on n'est plus seul. Ok. Merci pour cette démonstration. Je crois que c'est tout à fait motivant. Et là, je vais passer la parole à Sophie Charot de la Fondation de France, à qui je vais demander de nous rappeler rapidement ce que c'est que la Fondation de France, dont on parle si souvent quand il s'agit de collecte de dons. Bonjour à tous. Effectivement, Fondation de France, rapidement, c'est 50 ans d'expérience. On ne vit que de financement privé, donc de donateurs, petits, grands et mécènes d'entreprise. Et la volonté de la Fondation de France, c'est vraiment d'accompagner toutes les envies d'agir, quelles qu'elles soient. Donc, à la fois celles des porteurs de projets, on finance à peu près 10 000 projets par an à la Fondation de France, les envies des entreprises et des mécènes, et puis les envies des bénévoles. La Fondation de France, c'est 200 salariés, mais 600 bénévoles à travers toute la France. Alors, vous êtes responsable des relations entre la Fondation de France et les grands donateurs ainsi que les entreprises. Est-ce qu'il y a une relation entre les grands donateurs et les chefs d'entreprise? Est-ce que ce sont souvent les mêmes personnes? Ça peut, mais en fait, on les adresse. Alors nous, du coup, par notre organisation à la Fondation de France, en fait, soit on s'adresse aux donateurs en tant qu'individu, soit c'est le chef d'entreprise qui associe ses salariés et s'implique au titre de son entreprise. Mais ça peut, pas que, heureusement. Et donc, ça multiplie le champ des possibles, mais les gens s'engagent, ce qui est la bonne nouvelle. Et comment se situe l'Alsace dans les dons que vous recueillez à la Fondation de France auprès des entreprises? Plutôt dans la moyenne haute ou la moyenne basse? Dans la moyenne. Alors, en fait, historiquement, Fondation de France, ce n'est pas un secret, on n'a pas
le soutien des entreprises n'était pas le cœur de notre action. On vit plutôt de la générosité des individus, petits et grands donateurs. Et puis l'année dernière, comme Mathieu en parlait, on a lancé effectivement cette alliance Tous Unis contre le virus avec la PHP et Pasteur, qui fait qu'il y a une mobilisation absolument incroyable de tout le monde. Tout le monde avait envie d'agir. Et nous, Fondation de France, et avec la PHP et Pasteur, en l'espace de 24 heures, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire et comment apporter cette réponse collective et on a été soutenu par Tous Unis contre le virus, c'est 41 millions d'euros collectés sur une année. On vient de faire un bilan, 18 millions issus des entreprises. Et ce formidable, je l'ai entendu tout ce matin, quelles que soient les tailles d'entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, des entreprises qui faisaient du mécénat, qui savaient comment faire, voilà, etc. Des entreprises qui nous appelaient en disant « je ne sais pas comment faire, mais je veux m'engager, je veux engager mes salariés, mes clients, etc. » Et il y a vraiment eu ce formidable engouement et soutien des entreprises, y compris des entreprises en Alsace, effectivement. On a soutenu, alors on a une collecte qui est nationale et ensuite, effectivement, les donateurs et entreprises mécènes de Marseille peuvent soutenir Alsace, etc. Donc, il y a quand même un soutien local qui est apporté à travers un maillage sur tout le territoire. Je pense effectivement, on a soutenu le groupe hospitalier de Mulhouse où c'était vraiment un soutien psychologique aux soignants qui en avaient vraiment besoin, un soutien physique aussi avec kiné, ostéo, etc. pour soulager leur douleur physique et puis de l'appui matériel. Donc, il y a effectivement cette envie des entreprises de s'engager, je rejoins ce que disait Marion, de s'engager au niveau local globalement. Je vous remercie. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle, on a commencé à en parler déjà de la motivation, bien sûr, des entreprises à être mécènes, parce que ça, c'est un moteur très important pour encourager celles qui ne le font pas encore à s'y mettre. Alors, je voudrais me tourner vers Fabrice Buzon à nouveau et j'aimerais lui demander parce que c'est vrai qu'on parle souvent du mécénat comme étant le fait du prince, c'est-à-dire le choix du dirigeant. Est-ce que pour le cabinet Walter Alsace, est-ce qu'il y a une part de stratégie au profit de l'entreprise dans le choix que vous avez fait de soutenir l'industrie magnifique, par exemple? Alors, moi, je pense que ça vient déjà d'une passion personnelle. Quand on a préparé cette discussion, je pense que autour de cette table ronde, on le voit, il y a aussi avoir du sens. Et je pense que d'un point de vue personnel, notamment vis-à-vis de l'art, nous, dirigeants du cabinet Walter, on est particulièrement sensibles. Et on a sensibilisé nos salariés. Ce que je voulais préciser, c'est que l'industrie magnifique, c'est aussi faire participer les salariés à ces œuvres. Donc aujourd'hui, vous le voyez, il y a des vidéos qui tournent où dans les entreprises, les salariés sont partie prenante dans la création de l'œuvre. Et ça, c'est vraiment très nouveau, très novateur. Et on est dans cette innovation aussi sociale et innovation d'entreprise. Donc je pense que ça part de là. C'est un côté très positif. Et ça, c'est important aujourd'hui de le soutenir. Après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect passion personnelle pour l'art, c'est vrai que nous, ça nous permet d'accompagner nos clients. C'est aussi, faut imaginer que l'industrie magnifique, il y a beaucoup de jeunes qui vont voir les œuvres, découvrir l'industrie d'une autre manière, et ce sont aussi nos futurs candidats, ce sont nos futurs partenaires, donc c'est un ensemble, je pense. Alors stratégie, je dirais que c'est vraiment donner du sens. Ça part du sens, c'est ce que disait Mathieu, je pense qu'en tant que dirigeant, on a besoin de donner du sens à nos actions. Ça, c'est important. Après, il y a de toute façon, ça se fait de manière indirecte, il y a un impact économique qui se fait. Et ce que je veux préciser, c'est que la situation de la Covid-19 n'a pas changé notre engagement, et je pense que c'est le cas de tous les mécènes de l'industrie magnifique, et on l'a vu dans le baromètre, c'est vraiment de poursuivre et de conserver cet engagement-là, et ça, c'est très important pour les artistes, pour les personnels, de poursuivre et de continuer jusqu'au bout, même si aujourd'hui, on ne sait toujours pas, à cause des jauges, à cause des restrictions, si on va pouvoir pleinement en profiter. Mais on y va en tout cas. Je vous remercie. Et je vais poser la même question de la motivation à Mathieu Balmet. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous aviez évoqué l'attitude constructive des salariés d'Actua à s'engager dans le mécénat. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et comment vous avez communiqué auprès de vos salariés pour leur annoncer votre décision et le choix de l'action sur lequel s'est portée votre action de mécénat? Alors en fait,
ma décision a été prise pendant le premier confinement. On ne savait pas qu'on en aurait un deuxième, un troisième, etc. à l'époque. Donc pendant le grand confinement de début d'année dernière, et où voilà, je me disais, bon, on a encore un petit peu de travail, on est chez nous en sécurité, il y a des gens qui sont au front, et donc il faut aider. Et j'aurais simplement... bon, nous, on est sur 24 agences, donc je dois communiquer avec chaque directeur de site, et je les ai appelés un par un pour leur dire, voilà, il faut qu'on s'engage. Et ce que je propose, c'est que pour chaque intérimaire qui travaille pour nous et qui va travailler, donc qui sort de chez lui pour faire cette démarche d'aller travailler dans une entreprise, à un moment où à l'époque, on ne savait pas exactement ce que ça représentait d'être exposé à ce virus, etc. Pour chaque personne, on va donner 10 € pour les soignants. Et donc en fait, on a mis 1400 personnes en poste pendant cette période et on a donné 14 000 € à la Fondation de France. Donc chaque personne qui faisait l'acte d'aller travailler et qui était courageux en cette période-là et qui ne se repliait pas sur lui-même, générait un don de la part de l'entreprise. Parce que bon, il fallait bien trouver un moyen de monétiser ça. Et en cogitant la nuit chez moi, c'est ce que je me suis dit qui était le plus parlant. C'est de dire que chaque personne qui va travailler donnera lieu à un don de 10 €. Il y en aurait eu 2000, c'était 20 000 €, et il y en aurait eu 1000, c'était 10 000 €. Et voilà comment ça s'est fait. Et c'est vrai que les salariés se sont sentis très investis dans cette mission, en se disant, dès que je mets une personne en poste, c'est un don qui est généré par ma société. Ok. Alors, il y a une question qu'on ne peut pas ne pas aborder, évidemment, puisque d'ailleurs, d'après une ou l'autre chose que j'ai vu apparaître dans le chat, c'est quelque chose qui préoccupe pas mal de personnes. La défiscalisation, est-ce que, bon, on en a parlé un peu avant, est-ce que cette question a une influence sur le don que l'entreprise a effectué et sur le choix de la Fondation de France pour en bénéficier? Alors, de mon côté, non, parce que pour le coup, la motivation de base n'a pas été financière. La motivation de base, ça a vraiment été le besoin de faire quelque chose et de ne pas rester inactif. Sensibilité que j'ai depuis longtemps, et je suis dans cette entreprise depuis 7 ans seulement, et donc je traite les sujets les uns après les autres, mais ça c'est un sujet sur lequel je n'ai pas encore eu le temps de m'impliquer vraiment. Et là, ça a été un booster d'implication pour moi. Et voilà, après, je ne veux pas développer trop ma personnalité, mais j'ai fait un bac théâtre, j'ai une vraie sensibilité artistique et j'ai besoin de contact avec les autres. Et je souffrais vraiment du manque de contact à cette période-là et de l'incapacité à faire quelque chose. Et donc, ça a été mon moyen de m'impliquer. Après, la Fondation de France, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été parce qu'il y a une communication qui était très large pour la Fondation de France à l'époque et que je voulais aller vers les soignants. Et ça a été le vecteur le plus simple pour moi, pour aller facilement, rapidement et avec une certaine notoriété aussi vers les soignants, notoriété qui a rassuré mes collaborateurs. Mais l'aspect défiscalisation n'a pas été central dans ma démarche. Ok, je vous remercie. Michel Sanitas, sur cette question fiscale, est-ce que le fait que votre fondation soit placée sous égide d'une fondation installée au Luxembourg, est-ce que ça a une incidence sur les questions fiscales et est-ce que c'est des choses qui sont souvent évoquées autour de vous parmi d'autres donateurs que vous auriez l'occasion de croiser et qui financent des activités mécènes? Non, je pense que l'impact fiscal, la fiscalité, c'est pas le déterminant. C'est pas ça qui met les gens en mouvement, pas du tout. Après, profiter d'un avantage fiscal qui est proposé, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas, en tout cas, pour mon cas, ça n'a pas été. En plus, j'ai bénéficié d'aucun avantage fiscal, donc c'était pas du tout le moteur, ça ne l'est toujours pas. Non, c'est vraiment pas du tout le déterminant, c'est pas le ressort profond de l'engagement philanthropique de tous ceux, en tout cas de tous ceux que j'ai rencontrés, ça n'intervient pas. Ça peut avoir une incidence uniquement à la marge. Oui, c'est disons quelque chose à prendre si c'est voilà, parce que c'est possible, mais c'est certainement pas le ressort et c'est même pas c'est même pas j'ai fait bouger les lignes à ce niveau-là. D'accord, je vous remercie. Et la même question à Sophie Keller, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et je les vois passer, hein, les appels à mécènes de la part des porteurs de projets.
Et souvent, on voit cet aspect fiscal qui est développé ou en tout cas mentionné. Est-ce que c'est quelque chose, d'après vous, que vous évoquez d'ailleurs vous-même auprès de vos partenaires dans vos échanges, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui n'intervient pas ou pratiquement pas? Non, c'est vrai que c'est, comme le disait Michel, c'est pas vraiment la clé d'entrée dans nos recherches de partenaires. Nous, ce qui est vraiment notre clé d'entrée, c'est de vraiment trouver des liens avec des personnes qui ont envie d'agir avec nous et qui ont envie de compagnonner dans cette aventure. Et c'est vrai que je pense que du point de vue de Michel et enfin, nous, ce qui est génial, c'est qu'on est des entrepreneurs. Enfin, voilà, comme quand on entend Mathieu, Fabrice, on sent que vraiment on est mu par cette énergie entrepreneuriale et que du coup, c'est tellement agréable de pouvoir travailler avec des personnes qui nous soutiennent, qui ont cet esprit d'audace, cet esprit d'ambition et cette confiance et en même temps cette bienveillance parce que quand on avance, on a des fois eu des déconvenus et on sait qu'on peut les partager parce que c'est comme ça, quand on agit, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Et ça, c'est tellement précieux d'avoir le regard d'entrepreneur de Michel et son soutien indéfectible dans l'action. Donc, je pense que c'est ça qui nous meut avant tout, c'est ce compagnonnage au quotidien et dans le temps, parce que maintenant, ça fait 5 ans et on est en train de se projeter dans les 3 prochaines années. Et c'est ça qu'on a envie de créer avec d'autres chefs d'entreprise demain, d'avoir un levier d'action plus fort parce qu'on est ensemble et de réfléchir ensemble à la suite. Vous parlez de compagnonnage et d'échange, mais donc c'était clairement une affaire humaine, mais finalement, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter aux entreprises dans ces échanges, vous en tant que porteur de projet? Quels sont vos apports dans cette relation? J'ai l'impression que l'apport, c'est surtout de vivre une aventure ensemble qui nous dépasse. Enfin, nous, depuis le début, justement, on vit avec Michel et avec nos autres partenaires de l'action, des événements et des concrétisations qui forcément nous touchent collectivement. Enfin, d'avoir vu naître ces 25 startups sur notre territoire qui sont sur des thèmes hyper innovants d'avenir et qui ont déjà créé 35 emplois maintenant et qui engagent 300 personnes au quotidien, ça nous a touchés ensemble en fait. De vivre les événements, ça nous a aussi touchés ensemble. Donc je pense que ce qu'on apporte aux acteurs, c'est ce que disait aussi Michel en introduction, c'est ce décloisonnement, c'est des rencontres en fait merveilleuses avec des habitants qui ont envie d'agir et sentir cette énergie commune et de faire équipe dans un mouvement large. Je pense que c'est ça notre enthousiasme partagé et qu'on le sent nous, Michel le sent, nos autres partenaires le sentent et qu'on a envie d'élargir encore pour être beaucoup plus impactant demain. Merci. Maintenant, je m'adresse à Sophie Charot. Finalement, on l'entend bien, c'est vraiment le mécénat est une affaire humaine. Comment vous le ressentez à la Fondation de France? Est-ce que ces aspects de défiscalisation peuvent quand même avoir une importance plus importante quand il s'agit de dons, mais finalement, est-ce que vous ressentez surtout aussi, vous, de votre côté, cet aspect humain dans les interviews que vous pouvez avoir avec des donateurs? Oui, complètement. Et je rejoins l'ensemble des interventions. Enfin, c'est un des leviers, la défiscalisation. Enfin, voilà, c'est un des leviers, mais ce n'est pas ce qui fait, de ce qu'on entend des entreprises, ce n'est pas la raison primaire, la première raison pour laquelle elles vont s'engager. Et en particulier l'année dernière, dans un contexte sanitaire et social qui était extrêmement difficile, où tout le monde voulait s'engager. Et je pense que là, même plus que jamais, l'aspect défiscalisation ne rentrait même pas en compte. Elles ne se posaient pas la question. Elles voulaient s'engager, engager leurs salariés, engager leurs clients, s'associer à cet effort global du pays. Et donc, c'est quelque chose qu'on présente. Et chacun, que ce soit, encore une fois, à titre individuel ou à titre d'entreprise, s'engage pour une raison qui lui est propre. Parce qu'il y a une culture d'entreprise qui fait parce que c'est une nouvelle entreprise qui veut, on en parlait quand on préparait cet entretien, qui veut attirer, c'est un moyen de recruter, d'attirer des salariés, c'est un moyen d'engager, de recréer une culture d'entreprise. Il y a plein de raisons qui font qu'une entreprise s'engage. Et défiscalisation, ça peut être un des leviers, mais ce n'est pas la première raison. Je vous remercie. Donc là, maintenant, je pense qu'on est arrivé au moment de la conclusion. Alors, j'aimerais poser à chacun des participants à cette table ronde une question simple, finalement. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux entreprises et aux porteurs de projets qui souhaitent recourir au mécénat et comment faire en sorte qu'ils s'engagent précisément?
Alors, je vais commencer par vous, Sophie, si vous voulez bien, Sophie Charot. Vous, au stade du poste privilégié qui est le vôtre. Alors, en fait, nous, on est entre les deux parce qu'on est bailleur de fonds. Donc, on a à la fois des projets absolument fabuleux sur le terrain qu'on soutient, qu'on accompagne et qu'on découvre chaque année. On a encore soutenu plein l'année dernière et il y a des superbes histoires. Et du coup, c'est vraiment… et je sais qu'on les accompagne aussi parce que Fondation de France, ça peut paraître comme une grosse machine avec un processus assez compliqué. Et en fait, on essaye vraiment d'inciter les associations à s'adresser à nous et on les aide s'il faut à remplir les dossiers. Et puis, au niveau des entreprises, qui est du coup, moi, plus mon boulot, qui est d'inciter les entreprises à donner plus pour nos programmes et pour les associations, c'est encore une fois, mais elles le ressentent de plus en plus. Je pense c'est ce qu'on disait, il y a un avant et un après. Et je rejoins ce que disait Marion. Je pense qu'effectivement, et on le voit, les entreprises qui sont engagées avec Tous Unis, il y a un certain nombre qui se réengagent aujourd'hui, qui se réengagent. On a des opérations, nous, la crise n'est pas finie, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et du coup, on a différentes opérations en faveur des étudiants, globalement en faveur des personnes précaires, des aidants, des soignants. Et les entreprises, un certain nombre se réengagent dans la continuité de ce mouvement. Et on le voit, je pense qu'elles ne peuvent plus revenir au stade d'avant. Donc, je pense qu'on a franchi ce cap de je dois mobiliser, impliquer mes salariés, mes clients, etc., afin d'agir dans l'intérêt général. Chacun a son rôle à jouer. On est tous complémentaires et agissons ensemble. Donc, je pense qu'il y a encore, et quand on voit les chiffres, il n'y a pas assez d'entreprises qui sont mécènes. Donc, je pense qu'on a encore plein de messages à faire passer, à accompagner les entreprises. Ça peut aussi faire peur, cette démarche d'engagement. On ne sait pas qui choisir, comment les choisir, quoi faire, etc. Donc, nous, notre rôle, mon rôle et avec nos équipes, c'est vraiment d'accompagner ces volontés d'agir des entreprises et puis, en parallèle, de trouver et d'identifier plein de belles associations qui ont des belles histoires à écrire et qu'on aidera à écrire. Merci beaucoup. Eh bien, et vous, Sophie Keller, porteuse de projet, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Moi, j'avais trop envie de parler aux porteurs de projets qui sont là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants associatifs en ligne. Et j'avais envie de leur dire que faut que vous osiez partager votre passion avec des chefs d'entreprise, parce que vous l'avez entendu aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise passionnés avec nous. Et en fait, on est dans le même monde, on est dans le même territoire et en fait dans la même énergie. Et du coup, partagez sur vos convictions. Si vous êtes touché par un sujet, que vous avez une super bonne idée, vous allez toucher le cœur de ces chefs d'entreprise. Et c'est là qu'il va y avoir une rencontre humaine et qu'après, vous allez co-construire avec eux un lien, des solutions, des idées, parce qu'en fait, on ne soupçonne pas toutes les compétences, toutes les idées, tous les moyens qu'on peut avoir en étant ensemble et en faisant le chemin ensemble. Donc voilà, osez juste prendre votre téléphone, contacter les uns les autres, se rencontrer, passer un moment ensemble et ressentir la magie de ces liens qui va se faire dans le temps. Merci beaucoup. Je vais poser la même question, bien sûr, à Michel Sanitas. Oui, alors un conseil, osez, prenez des risques, parce que finalement, c'est ça la vie, c'est prendre des risques et oser être utile, oser faire du bien. L'entreprise, c'est aussi oser, donc continuez ce que vous savez faire, allez-y. Merci beaucoup. Et Mathieu Balmel, votre conseil aux entreprises? Alors, ayant commencé le mécénat l'année dernière, je vais me garder de conseiller qui que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que le discours de Sophie Keller, j'y adhère complètement. Parce que pour moi, la vraie barrière, en tout cas des dirigeants de PME ou ETI comme nous, c'est le temps. C'est juste qu'en fait, il y a de plus en plus de choses à faire. On est dans une société de l'immédiateté absolue. Il faut être présent tout le temps, partout, pour tout le monde. Et puis, on est quand même là pour porter nos entreprises et porter nos équipes. Et si on avait plus de temps, on ferait sans doute plus de projets. Donc, effectivement, il faut nous contacter et essayer de rentrer en contact avec nous et de toucher. C'est des histoires humaines, en fait. Et toucher notre cœur. Et après, on a envie d'avancer. Parce que donner un petit peu d'argent, c'est pas vraiment ça le sujet. On peut le faire. Le sujet, c'est plus d'avoir un projet sur lequel on arrive à distendre un peu le temps entre notre entreprise, nos familles, nos proches, et se dire, OK, maintenant j'arrive à prendre du temps pour les autres. Et pour moi, la vraie difficulté, elle est là. Si j'avais plus de temps, je ferais plus de choses, mais quand on commence à 7h30 et qu'on termine à 23h, il y a un moment où on ne peut pas faire plus, quoi. Donc
mais voilà, en fait, il faudrait que le projet soit un tout petit peu plus facile parfois. Parfois, ça prend du temps, c'est compliqué, on nous demande de nous impliquer. Et, c'est bête, c'est énervant comme raison, c'est trop nul, quoi, mais il y a vraiment un sujet de temps. Et voilà. Et après, à part ça, qu'est-ce que ça fait du bien de donner aux autres, en fait. C'est vraiment ce qui nous fait nous lever le matin, en fait. Je vous remercie beaucoup et je vais laisser maintenant la parole pour terminer ce témoignage à Fabrice Buzan. Oui, je suis entièrement d'accord de ce qui a été dit. C'est aussi mieux se connaître, mieux en tant que dirigeant, mieux connaître ses salariés. C'est aussi partir de son ADN. Ça ne sert à rien de vouloir faire du mécénat en se rendant créatif. Il faut partir de ce que l'on est en tant qu'entreprise. C'est ce que nous, on a fait par rapport à l'art. Et puis, ça permet de changer le regard de ses salariés, le regard de ses clients aussi. J'ai entendu audace, ambition. Par rapport au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Donc par l'industrie magnifique, je reviens sur cet événement, c'est vrai que c'est d'avoir de l'audace et c'est de changer de regard. Et ça, c'est essentiel. Et comme dit Mathieu, après, on le ressent, c'est une joie aussi, je pense, pour tout le monde d'impliquer. Mais c'est une problématique de temps. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on est sursollicité. Les dirigeants font partie de clubs, de réseaux. Ils sont sursollicités et il faut faire des choix. Mais à un moment donné, choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi s'engager. Donc j'ai entendu beaucoup d'engagement et c'est ce que je peux vraiment appeler les dirigeants qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ces participants pour vos passionnants témoignages. Et je pense que ça aurait été tout à fait édifiant pour tous ceux qui nous auront entendus. Et je repasse la parole à Marion Baudin et à Valentine Claretz. Merci beaucoup à tous pour ces témoignages. En effet, ça fait du bien d'entendre toute cette envie, cet engagement sur la région Alsace. Donc, ce n'est pas un mythe. Les Alsaciens sont vraiment engagés et fiers de leur territoire. C'est très chouette. Il n'y a pas beaucoup de questions. Les gens sont plutôt timides ce matin. Mais moi, je voudrais revenir peut-être sur l'aspect du collectif parce que c'est vrai que Michel Sanitas, on ne l'a pas dit, mais vous faites aussi partie d'une autre fondation qui s'appelle Entreprendre et Plus, qui regroupe des philanthropes qui agissent à plusieurs. On le voit, l'industrie magnifique, c'est aussi une initiative collective où il y a plusieurs entreprises qui soutiennent plusieurs artistes. Voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça vous apporte d'agir au sein de structures collectives et est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres entreprises de se regrouper ensemble. Voilà, parler un peu de cet aspect collectif et de la mutualisation des moyens et des réseaux. Peut-être Michel et Fabrice et peut-être Mathieu, si vous agissez peut-être pas encore en collectif et si ça vous intéresserait à terme de le faire. Oui, alors c'est vu l'ampleur des sujets, enfin en tout cas quand on s'attaque à l'entrepreneuriat social, compte tenu de l'ampleur des sujets aujourd'hui, il est absolument d'abord nécessaire, à mon avis, de s'allier et puis pour pouvoir tenir dans la durée, parce qu'encore une fois, bon nombre de projets demandent du temps. Mathieu l'a dit, notre ennemi, c'est le temps qui nous manque. C'est aussi le temps qu'on ne laisse pas aux choses d'advenir. Et vous savez très bien que quand on veut du temps, parfois il faut de l'argent pour pouvoir faire en sorte que ce temps puisse s'écouler. Donc, de se mettre à plusieurs autour d'une table pour soutenir une ou plusieurs entreprises sociales, c'est devenu une nécessité. Puis, c'est aussi très important de ne pas se retrouver tout seul parce que, encore une fois, on adresse la complexité. Donc, avoir des regards croisés, avoir différentes sensibilités autour d'un même sujet, c'est toujours très enrichissant et ça permet d'ensemencer les uns et les autres avec de nouvelles idées. Donc, pour moi, c'est devenu de plus en plus une nécessité. D'où mon engagement, vous l'avez rappelé, dans Entreprendre et Plus, pour se dire, on a une communauté de valeurs, on a des valeurs communes, on a des ambitions communes, mais on voit très bien que même si on y met des moyens, ils seront quand même toujours limités. On a un temps limité. Donc, pour avoir de l'impact, parce que c'est ça aussi qui nous motive, c'est de voir que les choses avancent, que certains problèmes trouvent solution, même partielle.
pour que ça fonctionne, il faut absolument se mettre à plusieurs pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact. Merci beaucoup. Fabrice, est-ce que vous voulez réagir aussi? Oui, tout à fait. Pour moi, le collectif est essentiel. Et alors, il y a un collectif déjà au sein de notre entreprise, puisqu'on est un groupement d'intérêts économiques, donc plusieurs associés. Et aussi sur l'industrie magnifique, c'est vrai qu'en tant que PME, on est 12 personnes, il y a cette mutualisation de moyens dans l'organisation, ce qui nous permet de présenter une œuvre aux côtés, comme je l'ai dit, de grands groupes ou de TI. Et donc ça, c'est important. Et je pense que Jean Hansmenel, le président de l'industrie magnifique, l'a précisé lors de la conférence de presse. C'est vrai que c'est donner accès à toutes les entreprises pour présenter leurs œuvres et être au quai des bateliers, c'est vraiment une chance pour nous. Mais ça ne pouvait pas se faire sans le collectif, sans cette organisation et mutualisation. Donc, c'est vraiment essentiel. Mathieu, vous n'êtes pas encore à cet engagement collectif, vous commencez tout juste à vous structurer. Est-ce que potentiellement, c'est des choses qui pourraient vous attirer ou est-ce que le collectif, pour l'instant, ce n'est pas un sujet pour vous? Disons, le collectif, je travaille dans mon entreprise puisqu'on est sur 80 salariés sur 24 sites et que je m'implique auprès de chacun et que je prends du temps pour chaque collaborateur pour connaître leur famille, leurs soucis du moment, ce qui se passe dans leur vie, les maisons qu'ils sont en train de construire, et voilà, et que tout ça, je trouve ça passionnant et que j'aime avancer avec eux. Enfin, voilà, donc j'ai du collectif, on va dire, dans mes relations humaines avec mes salariés. C'est pas juste des gens qui travaillent pour moi, c'est des gens auprès de qui je suis impliqué et j'essaie de faire en sorte que leur vie perso avance en même temps que leur vie pro. Bon, voilà, après, avec mes capacités d'action, je ne vais pas non plus être intrusif, mais voilà, après, oui, tout ça, ça fait sens. Aujourd'hui, la barrière que je vois, c'est le temps, mais peut-être que dans quelques années, quand mes enfants seront grands et qu'ils auront plus 1 an et 4 ans, et que je serai encore structuré différemment dans ma société, et voilà, je vais peut-être les choses autrement. Aujourd'hui, je ne me sentirais pas capable de porter ça en plus, en toute honnêteté. Mais je respecte énormément ceux qui arrivent à prendre du temps pour ça. Juste un petit mot, nous, c'est quelque chose qu'on constate effectivement à la Fondation de France, une volonté d'engagement collectif des entreprises et on a de plus en plus de fondations territoriales. On en a eu dans le Nord, on en a eu sur Marseille et je sais qu'on a une expérimentation sur l'Alsace, effectivement sur le Grand Est, de façon à voir comment est-ce que des chefs d'entreprise qui ont cette volonté de s'impliquer, mais effectivement des limites, etc., et de créer l'effet collectif de façon à ce que ce soit, c'est ça, ensemble on est plus fort. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, une tendance qu'on voit, nous, de plus en plus. Je voudrais rajouter un petit mot parce qu'en Alsace, on a plusieurs, ce qu'on appelle des clubs d'entreprises mécènes, du nord au sud. On en a quelques-uns, je ne vais pas les citer ici, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît bien en Alsace et qu'on pratique. Hein. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal d'entreprises parce qu'au-delà de l'aspect mécène, il y a aussi l'aspect interrelationnel entre les entreprises qui joue beaucoup dans ce type dans les motivations des entreprises qui se joignent à ce type de club. Tout à fait. On sent en effet qu'il y a vraiment une énergie très positive en ce moment sur les territoires avec des beaux exemples de PME qui se regroupent ensemble et qui ont envie d'agir soit sur une cause, soit sur un territoire. Et c'est vrai qu'on trouve que c'est très, très fort, mais en effet, c'est assez compliqué quand même de créer ces collectifs et ça demande du temps. Donc, c'est vrai que nous, on a envie d'agir aussi comme un facilitateur d'engagement collectif. Et donc, on a lancé un incubateur pour porter des projets de mécénat collectif dans les territoires qui, voilà, on espère, va permettre de créer encore plus de projets de mécénat collectif. Alors, il y a une question dans le chat d'une personne qui demande est-ce que vous auriez des conseils pour mieux toucher le cœur des dirigeants, notamment en cette période de Covid où c'est difficile de créer des rencontres, pas facile. Alors, c'est vrai que Sophie a parlé de transmettre sa passion, transmettre son engagement dès que vous le pouvez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle. Le mécénat, malheureusement, c'est aussi très chronophage d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise. C'est aussi une question de temps pour les porteurs de projets d'aller créer ces rencontres. Est-ce que, je ne sais pas, Sophie, les deux Sophie, ou vous auriez des conseils pour les associations qui nous écoutent et qui ont envie d'aller toucher ces chefs d'entreprise? Parce que vraiment, moi, je voulais rebondir sur l'idée du collectif. Nous, on a expérimenté avec Michel ces derniers temps
de toucher de nouveaux partenaires, mais en impliquant les acteurs et les entreprises qui nous soutiennent déjà. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu particulier en ce moment parce qu'on est en ligne pour des nouveaux acteurs, des nouveaux dirigeants qu'on rencontre. Mais par contre, ça permet aussi de faciliter le temps. Mathieu, tu parlais du temps, il y a la distance. Et ben, ça nous a permis en fait de rentrer en lien avec des gens qui ne seraient peut-être pas venus nous voir ou qu'on n'aurait pas vu parce qu'on est loin. Et du coup, on a fait des rencontres entre partenaires. Et il y a eu des nouveaux partenaires qui sont venus parce que ça leur prenait une demi-heure, une heure sur un midi 13h ou un 13-14 au moment du déj. Et que c'est génial de donner la parole. Par exemple, Michel, quand il parle de start-up de territoire, il en parle mieux que nous. Et il a une capacité, en fait, à toucher d'autres dirigeants, peut-être parfois plus grandes que nous, parce qu'il a vécu l'expérience. Donc, vraiment, c'est l'idée de faire équipe avec les personnes qui vous ont déjà fait confiance et de prendre cette période aussi comme une chance pour rencontrer des personnes qui auraient peut-être moins le temps ou qui sont loin, de le commencer en ligne quand on ne peut pas se voir. Mais je rejoins ce que tu dis, Sophie, sur effectivement le rôle d'ambassadeur. Et effectivement, souvent, on écoute plus le discours de pair à pair. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez un autre chef d'entreprise qui fait le discours par la preuve en disant c'est une super structure, voilà, c'est des gens qui font des projets qui sont chouettes, etc. Et ils ouvrent, en fait, le chef d'entreprise couvre ses réseaux. C'est la meilleure des clés. Et ce qui fait que pour la SOS, c'est beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus efficace et c'est moins de temps. Donc, c'est effectivement une très bonne porte d'entrée. Sophie, j'avais une dernière question aussi sur peut-être l'impact de la crise à la Fondation de France. Est-ce que toi, tu as constaté plutôt un regain de dons suite à la crise ou est-ce qu'au contraire, il y a certaines entreprises qui t'ont dit non, mais là, je ne peux pas du tout parce que je suis vraiment en difficulté économique, ce n'est pas le moment pour moi de faire du mécénat. Est-ce que tu sens que la crise a quel effet pour l'ensemble du secteur, j'en parlais hier soir avec notre directeur du développement, on n'a pas encore, enfin je présume vous non plus, on n'a pas encore les chiffres globalement sur 2021, sur les tendances. Pour nous, on a plus d'entreprises qui s'engagent que si on compare au premier semestre 2019. Mais après, on a effectivement eu l'effet de tous unis, où on a eu des centaines d'entreprises qui sont arrivées vers nous et qui ont voulu soutenir, des entreprises qui se réengagent. Et même des petites, pas juste les grosses qui ont leur budget mécénat, hein, on a quand même des petites entreprises qui se engagent sur des budgets de 5 000, 10 000. Voilà, donc ce n'est pas forcément des centaines de milliers d'euros. Donc, pour nous, pour le moment, les entreprises se engagent parce qu'on est encore dans cette crise, elles voient bien, et quand on parle des personnes précaires vulnérables, des étudiants, etc., personne ne peut nier la réalité. Donc, ils continuent à s'engager et à se dire, bah oui, en fait, je ne peux pas les laisser tomber maintenant, quoi. Donc, on espère que ça va durer. On va voir, mais pour le moment, elle continue à s'engager. Sophie Keller, est-ce que toi, tu ressens aussi la même énergie en Alsace, plutôt une envie de s'engager de la part des entreprises ou au contraire un retrait et un repli sur soi pour l'instant? Non, moi je trouve que vraiment la réunion qu'on vient de vivre, elle nous montre qu'il y a un potentiel de générosité dans le cœur de chacun, d'engagement fort. Et pendant la crise, on a vécu, nous aussi, un resserrement des liens avec nos partenaires. Et ça nous a amené à être beaucoup plus authentiques, toujours plus sur ce qu'on vivait, parce que ça n'a été pas facile non plus, parce qu'on a beaucoup grandi. Nous, maintenant, on est 8 salariés en peu de temps. Michel le sait, on a grandi. Et donc, on a des défis de changement d'échelle de notre impact. Et du coup, on a eu l'occasion de vivre des temps avec nos partenaires pour leur dire la vérité dans nos défis et nos difficultés. Et on a senti qu'il y avait une vraie présence et une vraie envie d'être là dans les moments où ça va bien et les moments où ça va mal. Et du coup, de réfléchir ensemble, comme vous disiez, à aussi d'autres partenaires à impliquer, à comment communiquer pour toucher plus de citoyens. Enfin, on sent qu'il y a eu encore plus d'ingéniosité. Voilà, mais voyez, on sent qu'on a encore plein de chemin à faire dans les partenariats à monter ensemble. Oui, c'est vrai que la cooptation, ça marche aussi beaucoup de proposer à un de ses partenaires d'emmener une autre entreprise. C'est aussi comme ça qu'on élargit son cercle de partenaires. Et écoutez, on arrive au terme de cette heure et demie ensemble. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Je pense que ça a donné beaucoup d'espoir, d'énergie, d'envie. Et donc, on voit que l'Alsace est super investie et ça fait du bien.
Sachez là pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a des associations qui sont dans une dynamique de levée de fonds, on a des outils, on a des formations, notamment une formation qui s'appelle Mécénat mode d'emploi qui peut vous aider peut-être à vous lancer dans le mécénat. Et puis pour les entreprises qui nous écouteraient et qui aussi veulent se lancer dans le mécénat ou qui veulent perfectionner leur stratégie, on a aussi des formations, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a François et Hélène sur la région qui peuvent nous faire remonter tous ces besoins. Et on va vous mettre dans le chat le contact@admical.org si vous avez besoin de conseils. Et donc, voilà, écoutez, on espère que cette réunion, elle aura servi la cause, permis de développer encore plus le mécénat en Alsace. Et puis, voilà, nous, on va continuer encore à faire ce genre de réunions un peu partout en France. Il y a d'autres réunions qui sont prévues, d'autres visios dans d'autres villes de France. Mais en tout cas, on était ravis ce matin d'être avec vous en Alsace. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, plein de beaux partenariats. Et puis, continuez surtout à faire ce que vous faites parce que c'est super. Merci à tous et très bonne journée. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, à bientôt. Revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci.